Bonjour à tous, à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Christian Mingui, je suis responsable de la région IME chez Workplace Options et je suis très fier d'être le modérateur de ce webinaire. Alors, le webinaire, vous avez vu le titre, Santé mentale des salariés, le raz-de-marée pandémique, comment faire face à la crise de la santé mentale au sein des entreprises et contenir la montée de l'absentéisme. Donc, tout au long de ce webinaire, on va s'attacher à voir comment on peut mieux accompagner les salariés et atténuer les risques liés à la santé mentale sur le lieu de travail et aider aussi les organisations confrontées à cette vague de la santé mentale, voir aussi comment on peut voilà, améliorer les taux d'usage des programmes d'accompagnement et puis surtout comment aider les managers, quel rôle pour les managers dans ce contexte inédit. Pour cela, j'ai le plaisir d'animer donc un panel avec 5 personnes. Je vais commencer, alors en tout cas pour moi sur ma gauche, par Emmanuel Fourcade. Emmanuel est responsable du pôle réadaptation, retour à l'emploi chez Workplace Options. Emmanuel est psychologue clinicienne, donc pourra nous apporter son éclairage et l'aperçu des accompagnements qu'on peut faire. Nous avons ensuite Vanessa Ezerzer. Vanessa est responsable du pôle santé au travail et organisation chez Workplace Options. Vanessa est à la fois psychologue du travail et psychologue clinicienne, donc elle pourra aussi nous donner son aperçu, notamment au niveau donc, des organisations. Nous avons ensuite Lucie Hauss. Lucie est responsable grand compte senior chez Workplace Options, donc elle pourra aussi nous donner son aperçu sur les clients qu'elle accompagne. Et enfin, Denis Moneuse. Alors, Denis est enseignant, conférencier et écrivain. Il enseigne à l'école des sciences de la gestion UQAM de Montréal. Donc, nous avons un représentant de l'autre, de l'Amérique, de l'autre rive. Il a récemment publié un livre sur les 30 erreurs à éviter pour devenir un meilleur manager. Il pourra nous apporter aussi son regard, ses conseils au niveau accompagnement des managers. Nous allons avoir une première session où vous interrogerez effectivement le panel. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous pourrez poser des questions. Pour cela, vous pouvez voir sur votre panel un chat, une boîte de chat où vous pouvez poser vos questions. Donc vraiment, je vous invite, à poser toutes vos questions pour qu'on essaie d'y répondre dans un deuxième temps. Alors, venons-en au vif du sujet. Les chiffres qui circulent montrent qu'effectivement, il y a une dégradation très forte des indicateurs de santé mentale au niveau de la population. Alors, je cite là des données françaises de Santé publique France du mois dernier. Disons que 15% de la population présente des signes d'état dépressif. 23% présentent des signes d'état anxieux. Et 10% ont eu des pensées suicidaires dans l'année. Donc, ce sont des chiffres très importants et surtout qui montrent une dégradation par rapport à ce qu'on connaissait avant la crise du Covid. Et ce sont des chiffres que l'on retrouve, des tendances que l'on retrouve dans d'autres pays, que ce soit en Belgique ou au Québec. On reviendra plus tard sur d'autres données chiffrées. Ce que je peux aussi partager, puisque au niveau de WPO, puisque nous accompagnons des personnes qui nous appellent pour des accompagnements. Donc, mois après mois, on a pu voir des données qui évoluent, que les 3 principales difficultés rencontrées par les individus au cours des derniers mois sont, en premier, l'isolement et la solitude. En deuxième, l'impact de la pandémie sur les interactions sociales. Et en troisième position, la peur de contracter le virus. Elle est moindre que dans le passé, mais elle est toujours là, cette peur de contracter le virus. Alors, sans plus attendre, je vais me tourner vers toi, Lucie. Dans le cadre de l'accompagnement des salariés via la ligne d'écoute, on a pu observer une hausse des problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire, nous donner des exemples ?
Bien sûr, merci Christian pour me donner la parole sur ce sujet. Donc effectivement, la pandémie peut être considérée sur un plan clinique un peu comme un traumatisme à grande échelle. Et au même titre que d'autres traumatismes connus dans les années précédentes, comme par exemple des attentats, des catastrophes naturelles, on s'aperçoit que le pic d'appels et même la verbalisation, le ressenti des symptômes de stress ou dépressifs ne sont pas forcément, n'arrivent pas forcément au moment en fait de l'événement traumatique. L'impact se mesure plutôt dans l'après, où des personnes ont parfois accumulé plusieurs sources de stress différentes, ou se retrouvent confrontées à une nouvelle situation difficile. Et là, ça va enclencher des sentiments de détresse qui peuvent être effectivement très forts. Donc, on s'est aperçu qu'au moment de la pandémie et notamment des confinements, c'était pas des moments où on avait beaucoup plus d'appels. En revanche, aujourd'hui, qu'on sort un petit peu de ces sujets-là et que les personnes commencent à réaliser en fait ce qui leur est arrivé, certaines personnes ont pu cumuler plusieurs problématiques, notamment on pense à des personnes qui à la fois travaillaient, devaient gérer les enfants à la maison en parallèle, qui ont créé beaucoup de stress et qui sont aujourd'hui en mesure de réaliser et ont négligé en fait leur équilibre vie pro, vie perso aussi dans ces moments-là. Et aujourd'hui se retrouvent pour certaines dans un état de stress aigu, accumuler parfois plusieurs problématiques à la fois d'ordre personnel et d'ordre professionnel. Donc avec à la fois, je dirais, une volumétrie plus importante des sollicitations et en même temps une aggravation des symptômes qui peuvent être verbalisés sur le plan clinique. Merci, Lucie, de cet éclairage. Donc, effectivement, une multiplication de problématiques auxquelles sont confrontées les personnes. Est-ce qu'on retrouve cette tendance? Enfin, quelles sont les observations au niveau des personnes qu'on accompagne, Emmanuel? Alors tout à fait, on retrouve exactement cette tendance-là avec le fait que, si on peut dire d'une certaine façon à l'ombre de la crise sanitaire, est en train de se développer la crise de la santé mentale, comme une espèce d'effet iatrogène de la crise sanitaire. Et ce qu'on voit, c'est que on est vraiment, c'était la problématique de la santé mentale est au premier plan, devant les maladies cardiovasculaires, devant les cancers. Et ce qu'on observe, nous, c'est vraiment cette difficulté à nouer des relations, à faire des choix, à prendre des décisions, et ça a un impact bien évidemment dans la question professionnelle et dans le monde professionnel. Les personnes sont en difficulté et ça joue sur leur capacité à s'investir dans le monde professionnel, d'où le stress, d'où les troubles anxieux et ce cercle vicieux qui est en train de se mettre en place au niveau professionnel. Les personnes n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes, ne sont plus en pleine possession de leurs moyens et on voit apparaître toutes les problématiques d'épuisement professionnel et de burn-out. Effet iatrogène, tu peux nous dire de quoi il s'agit? Une conséquence directe en fait. C'est une conséquence directe. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est la crise de la santé mentale avec effectivement les angoisses liées à l'isolement, liées à la peur de contracter le virus, etc. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir derrière effectivement du trouble anxieux qui va se développer. Alors, Denis Monod, je me tourne vers vous. Les managers se retrouvaient au milieu de tout ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire du point de vue des managers? Je partage ce qui a été dit précédemment. Oui, je voulais peut-être mettre aussi le focus sur la question des managers et des responsables RH qui ont eu en fait une charge de travail qui a été augmentée, puisque en plus de leurs tâches quotidiennes classiques, je dirais, ils ont dû traiter des tâches supplémentaires pour faire face à la crise, accompagner leurs collaborateurs en télétravail, alors que dans certaines entreprises, le télétravail n'était pas du tout développé, donc il a fallu apprendre en marchant. Et donc, ça veut dire des tâches supplémentaires et une source de stress supplémentaire pour les managers et les RH qui en ont particulièrement souffert, alors qu'on ne sont pas toujours ceux qui sont mis en avant dans l'entreprise. Et puis peut-être le deuxième point pour compléter, c'est la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui a été impactée récemment par la crise et qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde. D'un côté, on peut se dire que si le télétravail se développe, c'est plus simple pour gérer son équilibre de vie parce qu'effectivement, on a moins de temps de transport. Il y a certains avantages à être en télétravail, mais aussi d'autres inconvénients. Je disais qu'on n'a pas appris à télétravailler et donc en fait, parfois les collègues ont du mal à comprendre que
lorsqu'on est à la maison, on est en train de travailler effectivement, mais qu'on a aussi besoin de faire des pauses. On a besoin aussi d'avoir des temps morts, d'avoir des temps de détente. Et puis surtout, ce que j'observe, c'est des difficultés à gérer son temps de travail et son temps personnel à la maison. C'est-à-dire, si on travaille dans sa salle à manger, c'est difficile après de se déconnecter mentalement du travail pour se dire ah bah, stop, j'arrête de travailler, je passe à autre chose. Et donc il y a plus une difficulté à trouver un sas entre le travail et le hors-travail. Et ça peut notamment créer des troubles du sommeil parce qu'on a du mal finalement à faire la part des choses entre le travail et le hors-travail. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, plein de nouvelles problématiques d'adaptation des personnes. Alors justement, en parlant d'adaptation, pour les organisations, ça a été une transformation importante. Enfin, qu'est-ce que on peut dire au niveau des organisations? Vanessa, toi qui a fait un certain nombre d'études sur le sujet, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, face aux différents constats qu'on vient d'évoquer, hein, que ce soit l'impact au niveau du travail ou au niveau de la santé mentale, nous sommes intéressés dès le début de la crise, début 2020, à comment on pouvait accompagner nos clients, les organisations, les entreprises dans cette période inédite. Et de ces réflexions sont nées un outil qu'on a appelé Adapt, donc ça répond aussi en partie à ta question, qui permet effectivement de mesurer à travers un questionnaire à la fois le vécu au travail des salariés, mais aussi le vécu psychologique en période de crise sanitaire et d'apporter des conseils et des recommandations aux entreprises. Et effectivement, le premier constat marquant et qui rejoint les chiffres que tu as évoqués en introduction, Christian, c'est qu'effectivement, il y a un fort taux de stress. Donc là, on ne parle pas d'un stress ponctuel adaptatif, mais bien d'un stress qui va être délétère pour la santé, qui va avoir des conséquences fortes sur la santé. Et on retrouve effectivement 21% des personnes interrogées qui répondent à ce critère de stress pathologique. Donc, ce qui est un pourcentage très important, sans distinguer la population manager des collaborateurs. Donc, c'est vraiment assez homogène, quelle que soit la population au sein des entreprises. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de noter qu'il y a 6 axes majeurs qui ressortent où les entreprises doivent être vigilantes. C'est effectivement une charge de travail qui est jugée comme accrue depuis le début de la crise sanitaire et qui est jugée du coup trop importante. Aussi un manque de sentiment de reconnaissance du travail réalisé dans cette période de crise sanitaire. Qui est assez prégnant chez les salariés. Tu le disais aussi, mais c'est ce qu'on retrouve dans notre étude, une crainte d'être contaminé sur le lieu de travail qui persiste tout de même si effectivement l'épidémie, on la côtoie depuis quelques temps, mais en tout cas, il y a toujours cette crainte qui est présente. La difficulté de concilier effectivement la vie personnelle et la vie professionnelle qu'on retrouve chez pas mal de personnes et que ce soit des personnes qui soient finalement en télétravail ou sur site. Donc effectivement, je rejoins Denis sur ces constats. Il y a une difficulté aussi à concilier sa vie professionnelle et personnelle, même en télétravail. Et ça, c'est vraiment l'entreprise qui se doit aussi d'être consciente de ces nouveaux sujets. Et puis, effectivement, des difficultés qu'on retrouve un peu plus spécifiquement au niveau des managers, ça va être la difficulté à réguler l'activité, la charge de travail de leurs collaborateurs et la difficulté à manager à distance. Parce qu'effectivement, on a appris le télétravail, le full télétravail en même temps que la crise sanitaire et on n'était pas forcément outillés. Et là, les managers rencontrent effectivement des difficultés. Et la dernière difficulté qui ressort pour une grande majorité des managers, c'est les difficultés à accompagner, soutenir les salariés dans cette période sanitaire. Ce qui est important aussi à noter, c'est vraiment, il y a aussi des grosses ressources qui sont mises en avant et c'est vraiment le lien social que les salariés peuvent avoir, que ce soit au niveau de leur manager ou avec les collègues, et qu'il y a un lien qui est retrouvé comme vraiment un facteur ressource pour 90% des salariés. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut s'appuyer. Et puis, je finirai sur une chose qui peut être aussi intéressante, c'est concernant les attentes des salariés. La première attente, vous vous doutez bien, ça va concerner l'aménagement du temps de travail, donc avec effectivement des demandes et des besoins liés à une nouvelle forme de télétravail qui vient s'ancrer post-crise sanitaire ou de flexibilité des horaires, mais aussi un renforcement de la communication, de la stratégie d'entreprise en lien avec la crise sanitaire, parce que les personnes ont eu peur et ont encore peur pour leur avenir professionnel et ils ont besoin aussi d'être rassurés concernant la stratégie d'entreprise qui prend en compte effectivement l'effet de la crise sanitaire.
Et le dernier point en termes d'attente, on retrouve chez un quart des salariés, que ce soit les managers ou les non-managers, le besoin de pouvoir bénéficier d'accompagnement de type soutien psychologique ou plus d'accompagnement collectif, mais en lien avec la crise sanitaire. Donc vraiment un fort besoin de soutien qui ressort aussi. Merci beaucoup Vanessa, c'est effectivement très riche, donc beaucoup plus de stress, charge de travail, besoin de reconnaissance et besoin d'être accompagné au milieu effectivement le manager qui doit jouer un rôle encore plus important. Alors justement, Denis, vous avez récemment publié un livre sur les 30 erreurs à éviter pour devenir un meilleur manager. Alors, on ne va pas passer les 30, hein, mais quelles sont les 3-5 erreurs à éviter pour devenir un meilleur manager en temps de crise? En fait, dans ce travail de recherche, au départ, j'avais identifié 200 erreurs de management. C'est l'éditeur qui m'a dit écoutez, Denis, on va se focaliser sur 30, c'est déjà pas mal, et puis on fera un deuxième tome après. Donc, je ne vais pas présenter les 30 aujourd'hui, je vais en présenter juste peut-être 3 qui sont directement en lien avec notre sujet. Le premier qui me vient en tête, c'est le manager sauveur qui veut faire le bien, qui veut faire le bonheur des salariés malgré eux. Nos sources de motivation, nos sources de bien-être au travail ne sont pas nécessairement les mêmes. Et parfois, le manager pense que sa source à lui va s'imposer. Donc, il va avoir tendance à projeter en fait sa source de bonheur, sa source de bien-être au travail sur les autres, et donc vouloir faire le bien des gens malgré eux. Alors qu'en fait, on sait que le bonheur, il est beaucoup lié en fait au fait d'être actif et à chercher nous-mêmes à atteindre nos objectifs. Une deuxième erreur que je remarque assez souvent, c'est de confondre. C'est le manager qui est peu clairvoyant et qui va avoir tendance à confondre en fait l'incompétence et le mal-être. On a parfois des collaborateurs dans son équipe qui ont une faible productivité et donc les managers ont tendance à avoir le premier réflexe à se dire les gens qui sont peu productifs, c'est qu'ils sont peu compétents, alors que peut-être que la source de la faible productivité est à chercher ailleurs et peut-être au niveau d'un mal-être, que ce soit physique ou que ce soit au niveau de la santé mentale ou éventuellement de la santé relationnelle. Et donc, ce serait une erreur en fait de faire ce lien directement entre faible productivité et incompétence. Et parfois, c'est peut-être la personne n'est pas sur le bon poste et il suffit parfois de changer la personne de poste ou changer de contexte ou peut-être de mieux l'accompagner pour voir sa productivité qui fait un bond en avant. Et peut-être une troisième erreur que j'aurais en tête, c'est ce que j'appelle parfois le manager warrior. C'est le manager qui veut se montrer extrêmement fort, qui veut parfois se mettre en avant comme dans une dimension un peu sacrificielle. Je pense notamment à un manager que j'ai rencontré il y a quelques temps qui était dans une entreprise qui avait un fort taux d'absentéisme. Il voulait montrer l'exemple. Et donc, même lorsqu'il était malade, et notamment il avait un moment, il a une sciatique, il continuait à travailler malgré sa souffrance. Et il pensait que ce serait un exemple pour les autres salariés, alors qu'en fait, il devenait un contre-modèle. Parce qu'en fait, il donnait l'impression que la santé au travail n'est pas importante pour lui. Et donc, en fait, il avait vraiment un rôle contre-productif, alors qu'il voulait montrer l'exemple, entre guillemets. Donc, voilà 3 exemples parmi beaucoup d'autres. Merci beaucoup, c'est passionnant. Effectivement, l'absentéisme est un vrai sujet, on y reviendra là-dessus. Alors, on a beaucoup parlé de santé au travail, de santé mentale depuis pratiquement 18 mois, mais ça reste quand même un sujet encore tabou. L'éléphant dans la pièce, hein, l'éléphant in the room en anglais, vraiment, il y a encore une stigmatisation. Et une dernière étude de notre partenaire EMAR qui est sortie, qui montre que ce stigma, la difficulté à parler de cette problématique est évaluée à 70% dans leur étude globale et qu'elle ne s'est pas améliorée en fait en dépit de cette crise du Covid. Alors, comment faire pour justement promouvoir, faire que ce sujet soit connu, qu'on en parle et que vraiment que les programmes d'accompagnement soient connus et utilisés. Lucie, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ton expérience de conseil, d'accompagnement notamment des grands comptes? Oui, alors ça c'est une bonne question, Christian. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, la notion d'information, c'est une notion centrale. On a l'impression d'être inondé d'informations et je pense qu'il y a une vraie réflexion à essayer de donner la bonne information de la bonne manière aux bonnes personnes. Donc une vraie réflexion à se faire en termes de stratégie de communication. Déjà, on ne communique pas forcément de la même manière un programme auprès de salariés de type cadre, en télétravail, etc., que des personnes qui sont en unité de production. Donc vraiment réfléchir à la manière dont on veut communiquer auprès du programme. Donc, on veut communiquer auprès des salariés sur les programmes d'accompagnement et quelque chose qui fasse sens pour eux.
Il faut aussi multiplier à la fois les canaux, mais aussi les occasions de parler du programme. C'est très important que ce soit quelque chose qui soit dans leur esprit de manière très régulière. Je pense que la notion de confidentialité est aussi centrale. Il peut y avoir parfois des craintes au niveau du manque de confidentialité de ce type de programme qui peut être sponsorisé par les employeurs. Donc, je pense qu'il faut expliquer le cadre de manière assez claire, à la fois de manière orale lorsqu'on a l'occasion, mais aussi sur les matériels de communication. Créer des relais, évidemment. On parle beaucoup des managers. Les managers peuvent être des relais. Également les services de santé au travail ou les instances représentatives du personnel qui peuvent parfois être confrontés à des salariés en difficulté et ne pas avoir eux-mêmes les clés sur comment aider ces personnes. Et c'est tout à fait normal puisqu'ils ne sont pas experts là-dessus, mais nous, en revanche, on a cette expertise. Donc voilà, plein de biais différents de communication. Et surtout une communication qui se veut constante, trouver des occasions. Donc nous, on valorise par exemple la journée de la santé mentale, certaines occasions dans l'année qui sont des bonnes périodes pour parler de la santé mentale. Au-delà de la communication en tant que telle, je rajouterais juste peut-être un peu l'acceptation, la démocratisation des sujets autour de la santé mentale en entreprise, c'est-à-dire se dire que parler de sa santé mentale devienne quelque chose de tolérable et de normal dans la relation entre collègues ou entre managers et collègues. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on a à travailler aujourd'hui culturellement et qui ne peut que apporter du plus, surtout dans le contexte qu'on connaît. Merci beaucoup Lucie. Donc le message communiquer. On voit effectivement que les taux d'usage sont très liés à cette communication. Et à nouveau, le manager joue un rôle très important là-dedans parce que c'est lui, le manager de proximité, qui est en contact avec les équipes, qui peut voir que certaines personnes vont moins bien. Denis, quel conseil pouvez nous donner dans ce sens? Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a encore beaucoup d'enquêtes sociologiques qui montrent que la culture viriliste perdure dans le monde du travail. C'est-à-dire, on le voit bien à travers certaines expressions comme il faut avoir une certaine carrure, il faut avoir les épaules pour tenir tel ou tel poste. Ces expressions, en fait, elles traduisent bien cette vision un peu viriliste où il faut cacher sa faiblesse, il faut cacher sa sensibilité pour montrer qu'on est fort, etc. C'est un peu la continuité de l'éducation parfois des garçons. On dit non, t'es un garçon, tu peux pas pleurer parce que c'est que les filles qui pleurent, etc. Et cette culture viriliste, en fait, elle perdure alors qu'elle a des effets négatifs dont on se rend compte de plus en plus souvent aujourd'hui. Alors que la sensibilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment pour faire preuve d'empathie, faire preuve de bienveillance au travail, mais aussi dans le cadre de nos métiers. La sensibilité, ça peut être utile quand on travaille sur des métiers de communication, sur des métiers qui ont une dimension artistique, etc. Et donc, ça fait partie aussi de la palette du manager d'avoir une forme de sensibilité pour, par exemple, repérer des collaborateurs qui vont pas bien, etc. Et donc, je pense que c'est important de casser un peu cette culture viriliste, d'autant qu'elle participe à contribuer en fait et à renforcer les inégalités au travail entre les femmes et les hommes, parce qu'on se dit non, sur des métiers de management, des métiers de top management, on va dire est-ce qu'une femme a la carrure pour le faire? Donc là, c'est vraiment cette culture viriliste qui perdure. Et donc des schémas qui perdurent, qu'il faut faire évoluer. Vanessa, tes observations? Alors, par rapport à ce sujet, par rapport aux managers, nous, effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'on met en place des dispositifs qui sont sur site, où on peut offrir un espace pour les managers pour qu'ils puissent exprimer leurs difficultés, que ce soit au niveau des situations professionnelles, mais aussi des problématiques plus personnelles, on s'aperçoit finalement qu'ils viennent peu ou même très peu nous voir de manière spontanée en individuel. Donc, ça nous a fait aussi réfléchir sur le cadre et l'espace de parole qu'on pouvait leur offrir, parce qu'effectivement, on voit qu'ils sont d'autant plus sollicités, ils ont un rôle important à jouer actuellement. Donc, nous, ce qu'on a mis en place par rapport aux managers, c'est de pouvoir leur offrir des espaces d'échange, mais entre pairs, donc entre managers, qui leur permettent d'évoquer beaucoup plus facilement des problématiques qu'ils partagent auprès des managers. Et l'objectif, c'est un peu de partager les bonnes pratiques qui existent et de pouvoir développer la construction de solutions entre managers. Et ça, c'est du coup un espace de parole qui est assez important pour eux et qui est nécessaire d'autant plus dans cette période de crise sanitaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, maintenant, parlons d'absentéisme. Selon les données récentes
une enquête qui était menée par Willis Tower Watson en France. Hein, l'absentéisme est en forte progression, plus 20%. Et de nombreuses études convergent vers cette augmentation des arrêts de travail dus aux problématiques de santé mentale. C'est-à-dire que les problématiques de santé mentale sont devenues la première cause d'arrêt de travail hors maladie ordinaire, mais devant les TMS, les troubles musculo-squelettiques. La tendance est la même chose en Belgique, selon l'Institut national d'assurance maladie invalidité. Là aussi, on est avec cette première cause d'arrêt de travail hors maladie ordinaire qui provient effectivement des problématiques mentales. Alors, Emmanuel, justement, toi et ton équipe, vous accompagnez les personnes en arrêt de travail, alors plutôt de longue durée, pour les aider à réintégrer, retourner au travail. Du coup, c'est un observatoire sur les difficultés rencontrées par les salariés à leur réintégration. Est-ce que tu confirmes déjà que les problématiques de santé mentale sont en hausse et si oui, qu'est-ce que tu peux nous dire des problématiques spécifiques qui sont rencontrées par ces personnes et puis qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait à ce qu'on vit actuellement à cette crise de Covid-19? Alors oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on observe de façon très nette, avec une nette augmentation des problématiques de santé mentale qui s'expriment beaucoup par des problématiques de burn-out, mais pas que. À savoir que, et c'est assez symptomatique de la pandémie, c'est que la pandémie a joué en quelque sorte une sorte de révélateur, c'est-à-dire que les troubles qui auparavant, parce que les personnes étaient correctement insérées socialement, étaient contenus, s'avèrent ne plus être contenus maintenant. En fait, la crise Covid, ce que ça a généré, c'est essentiellement une crise du lien social. Les gens n'ont plus pu se rencontrer, plus comme ils se rencontraient avant. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir échanger, le fait de ne pas pouvoir être avec des pairs est venu générer du trouble anxieux. Pourquoi? Parce que le fait d'être en fait avec des pairs, ça a un effet essentiellement apaisant et structurant. Ça aide à comprendre le monde dans lequel on se trouve. Quand on se retrouve seul face à son écran ou seul enfermé chez soi, il n'y a plus ce rôle-là. Et en fait, du coup, c'est la porte ouverte à toutes les sources d'angoisse qui pouvaient être présentes auparavant. Pour donner une image, si on avait à se balader seul la nuit en forêt, et se balader seul la nuit en forêt, c'est plus difficile que si on est entouré d'autres personnes. Il va y avoir un effet apaisant du fait de la présence de pairs autour de soi. C'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé de façon très nette là. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les personnes en fait qui, d'une certaine façon, auparavant étaient dans un environnement structurant psychiquement, ont réussi à se réorganiser, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à maintenir le lien social via les moyens Internet qu'on a pu mettre en place. En revanche, les autres, celles qui étaient fragilisées déjà auparavant, en fait, la crise est venue accentuer le problème. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui est assez nette, c'est-à-dire qu'effectivement, sous les problématiques de burn-out, il y a tout un tas d'autres problématiques qui n'émergeaient pas avant et qui émergent à présent. Il y a un deuxième problème qu'on observe, c'est qu'il y a une accentuation d'une difficulté d'adaptation. C'est-à-dire que le fait d'avoir été confiné, isolé, d'une certaine façon, est venu altérer l'agilité sociale, le fait qu'on puisse aller vers d'autres personnes, qu'on puisse réagir à tout un tas de choses. Sortir de chez soi, maintenant, c'est devenu compliqué. Il y a des habitudes qui sont ancrées et c'est venu renforcer les phénomènes de stress. Donc voilà, donc on est avec ces problématiques là qui s'expriment de façon majeure. Et puis, dernier point, et là qu'on commence à voir apparaître seulement maintenant, ce sont les Covid longs et les conséquences des Covid longs, où là, il y a tout un panel de problématiques qui sortent, d'une part parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cette maladie, qu'on l'apprend au jour le jour, et ça, c'est extrêmement angoissant. Parce que les personnes qui ont fait l'expérience des soins intensifs en ressortent extrêmement traumatisées. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Et puis parce que les phénomènes, en fait, les limitations fonctionnelles résiduelles qui sont encore là dans les Covid longs ont des effets extrêmement dépressiogènes liés à l'expérience de la maladie. Voilà. Donc, la situation est effectivement plus complexe du fait de la pandémie.
Merci, effectivement, très, très intéressant. Donc, je retiens que cette crise, c'est aussi une crise du lien social et effectivement, ce phénomène du Covid long. Alors, pour les managers, justement, pour parler de ce contexte d'aide au retour à l'emploi, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, Denis, pour que voilà, la réintégration se passe le mieux après un arrêt de travail? En fait, pour les collaborateurs qui ont été absents, on sait que la probabilité, le risque de rechute est proportionnel à la durée de l'absence. Et en fait, si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui était absent longtemps, il y a un fort risque qu'il puisse rechuter, avoir un nouveau arrêt maladie, notamment parce qu'il y a une anxiété au retour. Lorsque si j'étais absent, notamment pour une longue absence, je vais me demander est-ce que je suis capable de retravailler comme avant? Comment je vais être accueilli par mes collègues? Est-ce que mon métier a évolué? Quelles sont les informations que j'ai manquées, etc. Et donc, c'est important que le manager joue un rôle d'accompagnement pour partager les informations et signaler ce qui s'est passé pendant l'absence du salarié absent, le rassurer pour qu'il puisse progressivement retrouver un niveau de productivité satisfaisant. Il vaut mieux que ce retour soit progressif pour que la personne ait le temps de se sentir, d'être à l'aise, de retrouver ses marques, de retrouver les liens avec ses collègues pour retrouver sa confiance en elle, plutôt que vouloir aller trop vite, risquer de brusquer la personne qui revient alors qu'elle a un niveau d'anxiété important. Ça peut être vraiment contre-productif. Donc, c'est plutôt quelque chose à éviter de la part des managers. Donc, effectivement, l'importance de l'accompagnement, de retour à l'emploi et avec ce rôle très important et très particulier des managers, que ça prend du temps et qu'il faut vraiment être accompagné et comprendre aussi cette problématique de ce que c'est que d'avoir été en arrêt de travail. Alors, parlant justement de ces arrêts de travail, et c'était la dernière étude sur l'absentéisme qui a été menée par Rialto, désormais Workplace Options, il y a 2 ans, qui montrait que plus d'un quart des arrêts de travail sont liés à des causes organisationnelles. Alors, Vanessa, sur quel levier peut-on jouer, et plus spécifiquement, peut-on jouer maintenant dans cette phase de crise Covid pour justement mieux prévenir et maîtriser ces arrêts de travail? Ouais. Alors, avant toute chose, effectivement, Christian, c'est de pouvoir préciser que les leviers pertinents qu'il faut activer vont dépendre des causes réelles qui provoquent des difficultés ou la souffrance des salariés. Et donc, le premier conseil que je pourrais donner aux entreprises, c'est d'avoir une analyse très objective de leurs facteurs de risque et leurs facteurs de protection existants au sein de leur organisation, et de pouvoir aussi identifier, du coup, qu'est-ce qui est mobilisable au sein des entreprises. Et c'est pourquoi il est un peu difficile pour moi de donner des leviers d'action génériques, parce que ça va vraiment dépendre de l'arbre des causes, de la souffrance et des difficultés. Et selon les entreprises, selon le secteur, selon la typologie d'entreprise, ça va être vraiment différent. Néanmoins, il y a plusieurs choses qu'on peut retrouver, plusieurs caractéristiques de fonctionnement qui vont favoriser de toute façon la qualité de vie au travail et la préservation de la santé, notamment dans un contexte sanitaire. Donc, le premier critère, c'est effectivement les cultures d'entreprise qui vont être très innovantes, très agiles, participatives, qui vont laisser une forte autonomie à leurs salariés, qui va favoriser la prise d'initiative. Ça, on sait que c'est des cultures qui sont très bénéfiques pour la santé au travail. C'est également les entreprises, et j'en parlais, et on en a parlé aussi concernant la charge de travail, donc vraiment les entreprises qui sont fortement vigilantes quant à la charge de travail réelle, d'autant plus dans cette période-là, et notamment qui sont vigilantes quant au surinvestissement des salariés, c'est-à-dire un investissement au travail qui est assez convulsif et qui peut entraîner des problèmes de santé. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ce phénomène de surengagement peut être renforcé dans cette période de crise sanitaire du fait du télétravail qui rend plus flou, comme disait Denis tout à l'heure, qui rend plus flou la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et aussi le sentiment de forte insécurité concernant son emploi qui demande aussi parfois un surengagement côté des salariés. Donc,
Donc être vigilant à ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très préventif dans les entreprises. Il y a également, et Emmanuel effectivement disait qu'on était aussi dans une crise du lien social, et je la rejoins tout à fait. Et effectivement, on s'aperçoit que les entreprises qui vont favoriser et soutenir les échanges, que ce soit sur le travail, que ce soit sur les temps d'échange informels, sur des moments de convivialité, que les gens puissent se retrouver autour du travail ou de manière informelle, ce sont vraiment des ressources pour eux et des piliers dans l'entreprise. Et on s'aperçoit qu'effectivement, avec les nouvelles modalités de travail, notamment le télétravail qui peut être beaucoup plus majoritaire qu'avant, mais également le flex office, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir une tendance à la diminution de ces échanges. Et effectivement, il faut être vraiment vigilant pour les contrebalancer par ailleurs. Également, on parlait du management, et effectivement, les entreprises qui vont favoriser la santé au travail, ça va être aussi celles qui ont des leaders, qui ont un vrai leadership, qui va favoriser justement l'intelligence collective, valoriser les contributions. Donc vraiment de se dire que il faut repenser, je pense, le rôle de management, notamment de proximité, qui a été essentiel pendant la crise sanitaire. Et effectivement, c'est de se dire qu'on n'attend plus d'eux du micromanagement ou d'être dans un rôle de contrôle, de surveillance, mais bien dans un rôle de leadership qui va être fort, qui va être motivant, qui va être engageant. Et également, ça va être les managers de proximité deviennent aussi quand même des préventeurs au niveau de la santé au travail, et il faut les outiller par rapport à ça, dans le fait de comment on détecte les salariés qui peuvent être en difficulté, en souffrance, de ne pas confondre, comme disait Denis, de ne pas faire l'amalgame entre sous-productivité et efficacité, et peut-être corrélé aussi à la souffrance. En tout cas, les outiller et puis les épauler quand il y a des difficultés qui sont rencontrées, pour pas qu'ils restent seuls, et aussi effectivement qu'ils puissent distinguer leur périmètre d'action entre ce qui leur incombe en tant que manager et qu'est-ce qui ne leur incombe plus, et à quel moment ils doivent passer le relais. Ça, je pense que c'est un message qui est important à leur faire passer également. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. En tout cas, beaucoup de leviers. C'est effectivement la crise est importante. Il y a cette problématique effectivement d'un absentéisme qui croît. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de leviers, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau organisationnel. Donc, tu viens d'en mentionner un certain nombre, et c'est vrai que c'est toujours notre approche, comprendre pour agir. Peut-être Denis Moneuse, en conclusion, pour finir, pour réagir par rapport à ce qui a été dit, notamment par Vanessa. Moi, il me semble qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui me semble important. Alors peut-être que je n'étais pas attentif et que je l'ai raté. C'est le mot employabilité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, certaines personnes ont pu faire une introspection, ont pu prendre du recul et se dire, est-ce que j'ai pas envie de changer de vie, déménager, et éventuellement changer de métier, parce que pour chercher plus de sens, pour avoir un métier qui me paraît, qui est considéré plus essentiel, etc. Et en fait, ça, c'est possible si on a une forte employabilité. Et ce que j'avais observé dans une enquête précédente, dans un précédent livre qui s'appelle Le silence des cadres, j'avais travaillé sur ce sujet, justement sur les cadres qui peuvent changer de vie, changer de métier, avec des exemples un peu enfin, caricaturaux, comme l'ancien trader qui devient moine, ou l'ancienne directrice marketing qui devient prof de yoga. Et en fait, ce que j'avais observé, c'est que les personnes qui peuvent sauter le pas, elles peuvent le faire parce qu'elles ont certaines ressources. C'est des ressources financières qui permettent de se dire, elles se disent, bah, si jamais je saute à l'eau pour changer de vie, changer de métier, et puis si jamais je rate, c'est pas grave parce que j'ai une certaine assise financière, j'ai un certain capital financier, donc qui fait que mes risques sont limités. Ou c'était aussi des gens qui avaient un capital social assez élevé, faire un réseau, des relations qui leur permettaient plus facilement de pouvoir changer de vie, trouver des formations, pouvoir faire des changements progressifs, etc. Et de l'autre côté, j'avais observé des gens qui voulaient changer de vie, qui étaient pas à l'aise dans leur métier, dans leur travail, etc., mais qui ne pouvaient pas le faire s'ils n'avaient pas l'employabilité, vous n'avez pas ces ressources-là. Et chez ces personnes-là, en fait, j'observais une grande frustration, une grande colère. Et cette colère, en fait, elle pouvait se retourner contre eux, ou parfois aussi contre leur employeur. Parce qu'ils avaient l'impression que l'employeur était fautif parce que l'employeur ne leur avait pas permis de développer leur employabilité. Et donc, ça pouvait entraîner des comportements négatifs, comme du désengagement, mais aussi parfois des formes de sabotage dans les cas un peu plus extrêmes. Donc, je pense que l'employabilité est aussi un phénomène à prendre en compte et un des leviers pour l'entreprise. Et en tout cas, avoir une source de vigilance sur ce sujet-là. Merci, un éclairage effectivement extrêmement intéressant. Ces changements de vie, c'était aussi un des enseignements de cette crise. On accompagne notamment par du coaching, on appelle le coaching de vie. On a vu que
il y a eu une progression, plus qu'un doublement du nombre de personnes qu'on a accompagnées justement dans ce changement parce que la crise a favorisé ces questionnements et ces changements. Et ça me permet justement finalement de terminer, parce qu'on a terminé notre session de présentation, de voir un petit peu si on a eu effectivement quelques questions. Alors là, je vois une question sur alors, comment se situe la France en termes d'utilisation du service d'assistance psychologique? Ce sera peut-être plutôt une question pour Lucie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, Christian, c'est une bonne question. Les tendances en général pour le monde, en tout cas dans notre Book of Business, c'est autour de 3% d'utilisation. Et ça, c'est tout pays confondu. Pour la France, on est sur des niveaux qui sont souvent un petit peu inférieurs pour un certain nombre de raisons, notamment d'ordre culturel. Donc, on va plutôt se situer en général entre 1 à 2% d'utilisation. Parfois, parler avec un psychologue, c'est pas forcément quelque chose qui est considéré comme facile à dire, facile à accepter. Donc, les personnes ne vont pas forcément aller demander de l'aide au moment où elles auraient potentiellement besoin de demander de l'aide. Donc, on trouve des taux d'utilisation un petit peu moins forts. En revanche, des problématiques du coup un petit peu plus complexes parce que les personnes se saisissent moins de ces dispositifs de manière préventive. Et du coup, on peut être amené à avoir des cas un petit peu plus compliqués à gérer sur ligne d'écoute. Mais ça, c'est une moyenne. Est-ce qu'il y a une grande variabilité? Il y a des exemples que tu peux citer justement sur, sans donner le nom d'entreprise, mais sur ce qui a été fait et que voilà, que tu pourrais recommander? Il peut y avoir une variabilité. Souvent, elle s'explique par la fréquence de la communication sur le programme et justement l'implémentation de structures relais au sein de l'entreprise pour parler du programme. Plus il y a de la communication, plus il y a un relais de personnes informées sur le programme au sein de l'entreprise, parce que effectivement, le bouche à oreille, pardon, est clé dans ce type de dispositif. C'est pour voir si vous suiviez. Et donc, du coup, plus on a la possibilité d'avoir des relais de communication, plus la communication va engendrer de l'utilisation du programme. Il n'y a vraiment pas de secret à ce niveau-là. Une forte communication dans des entreprises qui communiquent sur le programme va entraîner une forte utilisation. On peut néanmoins, lorsqu'on met en place ce type de programme, je pense que sur la première année, par expérience, il ne faut pas se donner de cible en termes de pourcentage d'utilisation, parce que dans une première année, on est vraiment en train de bâtir les fondations du programme, de ce que ça sera pour la suite. Donc, c'est important de surveiller le taux d'utilisation du programme pour pouvoir adapter la communication. En revanche, il faut le faire lorsque le programme est déjà un petit peu installé dans les mœurs. Parfait, merci beaucoup. C'était effectivement les questions que l'on avait, que j'ai pu voir. Je crois qu'on est pratiquement à la fin de notre webinaire. Il me reste à conclure en vous remerciant pour votre participation, pour avoir effectivement, vous êtes connecté à ce webinaire. Nous en faisons plusieurs, nous en ferons d'autres dans les prochains mois. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous présenter un peu ce retour d'expérience et bien évidemment, on est tout à fait à votre écoute sur des suggestions de thématiques que vous pourriez avoir sur ce qu'on est en train sur ce sujet qui reste un sujet à nouveau, je le répète, un sujet majeur. Cette nouvelle pandémie de la santé mentale, l'importance effectivement de tous se mobiliser pour mieux accompagner à la fois les salariés, les managers et les organisations dans cette transformation. Merci à nouveau, merci à nos panélistes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Christian. Au revoir.